Reconnaître un visage familier parmi des centaines d'inconnus est une véritable prouesse du cerveau. Il doit pour cela traiter des informations d'une complexité inouïe. Il suffit d'un dérèglement, parfois mineur, pour perdre cette capacité. Vivre en permanence avec le même trouble face au visage des autres qu'un Européen débarquant pour la première fois en Asie, par exemple, c'est un vrai handicap, beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. De ne pas reconnaître ses propres enfants, ça crée un malaise. On est censé toujours reconnaître ses enfants, il me semble, et c'est pas agréable comme sensation. Quand on pense on les a faits, nos enfants, on les voit grandir, et puis on les reconnaît pas, disons que c'est quand même terrible. Les gens, ils ont quand même beaucoup de mal à comprendre qu'on n'arrive pas à reconnaître nos enfants, parce qu'ils me disent « Ah, mais ton mari, tes enfants », je dis « Mais c'est exactement la même chose, que ce soit mon mari, mes enfants, c'est des visages. » Un visage, qu'est-ce que c'est au juste? Deux yeux, un nez, une bouche, des millions de possibilités. À l'identité judiciaire, on sait mettre des mots pour décrire les visages. Nous avons une multitude de formes de visages. Si je prends quelques exemples, vous avez un visage ovale plein, un visage rond, un visage rectangulaire, mais vous avez aussi des visages qui sont biconcaves, des visages avec des zygomes écartés, piriformes ou en pyramide, donc qui sont larges à la base au niveau du menton et puis qui vont en devenant plus étroits sur le sommet du crâne. Donc tout ça compose effectivement le visage. Cependant, décrire un visage n'est pas encore le reconnaître. Les études montrent que le cerveau traite les visages différemment que tout autre objet. Ça commence avec la manière de regarder le visage dès la naissance. On a trouvé que déjà très tôt, alors du premier jour, de la première semaine, le bébé commence à regarder avec préférence toutes sortes de formes qui ont plus de densité en haut par rapport à ceux qui sont en bas. Donc le bébé va regarder celui-là, 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 mais pas tellement celui-là, celui-là. Ça se développe le principe du visage qui a 2 points et puis 1 point et qui fait que le template en visage est très fort pour nous et beaucoup plus fort que si c'est n'importe quelle formation abstraite. Après ce scanning particulier, les informations visuelles passent par le nerf optique, traversent le thalamus et via le tract optique arrivent à l'aire primaire visuelle du cerveau occipital. Le signal est ensuite diffusé vers d'autres zones du cerveau, pour l'instant encore à l'étude. Chez certaines personnes, ce processus d'identification est difficile, voire impossible. On appelle cette affection la prosopagnosie. La prosopagnosie représente un des déficits les plus spectaculaires de la neuropsychologie et aussi un des plus sélectifs pour reconnaître un des objets du monde qui est le plus fréquent de notre paysage social. Pierrette était très physionomiste jusqu'au jour où elle a perdu sa capacité de reconnaissance des visages, il y a 17 ans. J'ai dû regarder comme ça et il m'a attrapé ici, il m'a projeté en arrière et j'ai eu une hémorragie cérébrale, donc un traumatisme crânien. On m'a trépané et la séquelle qui m'est restée, c'est que je suis prosopoagnosique. Voilà. L'unique séquelle de Pierrette, en fait, un cas rare. En général, après un traumatisme crânien, les patients perdent plusieurs facultés. Depuis, son cerveau est étudié sous tous les angles. Dû à l'accident, probablement il y a des artères qui sont bouchées. Donc après, il y avait le tissu qui n'avait plus de sang assez pour se faire nourrir. Après, il y a le tissu qui est périmé, qui est détruit. Les nerfs, ça pousse très lentement, puis donc ça va jamais se remplir. Donc ça sera comme ça, ça restera comme ça. Cette forme de prosopagnosie est la forme dite acquise. Il y a une autre forme de prosopagnosie, plus mystérieuse, moins connue, c'est la forme congénitale. Ici, pas de traumatisme, donc pas de diagnostic. Chacun se débrouille comme il peut. Je me suis demandé si d'autres gens avaient le même problème de reconnaissance. Et donc, j'ai été sur un moteur de recherche sur Internet et j'ai tapé simplement peine à reconnaître les gens. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des forums de discussion où j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient exactement le même problème que moi. Et puis j'ai vu qu'il y avait des tests qu'on pouvait faire et je me suis amusé à faire ces tests. Et là, j'ai vu que c'était catastrophique. Guillaume a de la peine à reconnaître les visages depuis toujours, sans avoir subi de traumatisme. Et puis, attends, t'es où là? Je suis là à droite, tu vois pas? Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Là, voilà.
Ouais, maintenant je te Voilà. reconnais, ouais, tout à fait. Puis là, regarde, il y a Zoé Ah, et oui. moi, tu nous reconnais? D'accord, non, alors là, je sais vraiment pas laquelle est Zoé. En fait, Zoé, elle est à droite. Ah ouais, d'accord. Voilà. Aline, quand votre père Oui. vous reconnaît pas, ça fait quoi? Alors, c'est un petit peu vexant quand même. Mais on s'y habitue et puis voilà. Aline a le souvenir d'un père au comportement étrange. Ça a commencé en fait quand je sortais de l'école, on était avec plein d'enfants et souvent il me reconnaissait pas, je pouvais lui faire des signes, il me remarquait pas parmi les autres enfants. La première fois que je suis allé à la crèche, tout seul la chercher, et qu'il y avait une vingtaine de gamins, et que je n'avais pas la moindre idée de laquelle c'était, et que j'assumais pas devant le personnel de la crèche de pas savoir laquelle était ma fille. Et j'osais pas dire, c'est qui ma fille? Donc j'ai attendu par élimination que les autres parents s'approchent de leurs enfants. Et puis peu à peu, j'ai retrouvé ma fille, mais c'est une sensation très très étrange. Ce qui est difficile, c'est que en fait, les patients ou les personnes qui sont atteintes de ces difficultés, d'une part, ne viennent pas en parler spontanément parce que peut-être soit ils n'osent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'être anormaux à quelque part. L'autre difficulté est le fait que c'est une notion qui est relativement récente et peu connue. Donc ce pas des patients qui sont vus nécessairement par les neurologues. Ce que les neurologues constatent en revanche, c'est que les personnes atteintes de prosopagnosie voient les visages comme tout le monde. Ils peuvent même les décrire dans les moindres détails. Alors le vôtre de visage, il est pour moi un peu allongé. Pas de cheveux sur le front, ça c'est très important. Des lunettes, oui, mais les lunettes elles s'en vont des fois. Une assez grande bouche quand même, moi je dirais. Et puis là en bas c'est assez carré. Voilà. Mais pour les prosopagnosiques, cette somme d'éléments ne forme pas un tout reconnaissable et identifiable. Si on a des traits de visage qui sont un peu isolés, le prosopagnosique ne fait pas l'intégration de tous ces traits dans un visage complet qui nous parle directement. Ce sont des tests de ce type qui aident actuellement les chercheurs à diagnostiquer la population atteinte par la forme congénitale de cette affection. Et ils ne sont qu'au début de leur surprise. Il y a 2 ans, on a trouvé en fait que c'est pas si rare que ça. Et il y a presque 2% de la population indo-germanique, donc européenne, américaine, où ça c'est vraiment le problème. Et ça voudrait dire que chacun de nous devrait connaître 1, 2, 3 qui ont ce problème. Et ça c'est quand même quelque chose qui fascine, c'est fascinant. Je me prépare mes petites cases dans mon cerveau. Je me dis, on va dans cette soirée-là, tu vas rencontrer celui-ci, celui-là, celui-là. Et ça m'aide pour reconnaître les gens. Allons-y. À la chorale, c'est clair que tous les gens, je les vois quand même tous les jeudis. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, il y en a des plus maigres. Enfin bon, il y a plein de choses. Quand je ne reconnais pas quelqu'un, je dis... Fais-moi un sourire. Et puis, si avec le sourire, j'arrive pas, alors je dis parle-moi un petit peu plus longtemps pour savoir si la voix, j'arrive mieux à retrouver. Et puis autrement, moi, je dis dis-moi qui tu es. Et voilà. J'ai un gros problème avec mes voisins. Je suis jamais capable de les reconnaître, notamment si je prends l'ascenseur avec eux. Je dois leur demander à quel étage ils vont, si c'est moi qui vais presser sur le bouton. Donc, j'ai pas le geste de politesse d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Je les laisse le faire. Quand je croise quelqu'un dans un corridor, je sais qu'on est collègues, mais plus difficile. Hugo connaît Guillaume depuis 20 ans. Et devant l'attitude peu avenante de son collègue, il ne comprend pas et prend sur lui. C'était simplement quand on s'est croisés dans les couloirs, parce que je ne savais pas si je devais continuer à le saluer ou... Moi je me disais, qu'est-ce qu'il a? Il me snob, je ne dois pas faire partie des gens qu'il... Mais bon... C'est comme ça. Des fois, au début, on est un petit peu, je vais pas dire choqué, mais après on s'y fait.
C'est pas toujours facile de travailler dans un open space avec mon problème. Avec mes collègues les plus proches, ceux qui sont juste à côté de moi tous les jours, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont un peu plus éloignés, 2 rangs derrière, je connais toujours pas leur prénom 10 ans plus tard. Et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être un malotru pour ça. Socialement, j'ai l'impression que ça amène à un sentiment d'exclusion. Parce que j'ose pas aller vers les gens parce que j'ai toujours le doute de savoir si je les connais vraiment ou pas. Idéalement, moi j'ai besoin de borgnes, de cul-de-jatte, malheureusement il n'y en a pas tant que ça. Donc caractère secondaire, typiquement les cheveux, bien que ce soit pas toujours les mêmes, la barbe, la moustache, des lunettes excentriques. Il faut que j'ai des petits trucs en me disant, il a ces habits-là, il marche comme ça, il a des lunettes, elle a des boucles d'oreilles, les cheveux sont comme ça. Enfin, ça c'est tous mes petits trucs à moi. Alors c'est avec le nez, parce que Bénédicte, elle a un nez un petit peu spécial, un nez un petit peu bombé comme ça, et puis assez mince. Et là, sa copine, elle a un nez beaucoup plus épaté, donc je pense que ça doit être Bénédicte. Mais je pense que ça doit être elle. On se dit, c'est notre fille, on l'a faite, machin, mais voilà, on n'est pas sûr que c'est elle, c'est un petit peu frustrant quand même. Les gens ne se rendent pas compte le travail que ça nous demande pour reconnaître un visage. C'est très fatigant, oui. Alors ça, c'est clair.